Très bien. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup Philippe pour cette invitation, pour cet honneur et puis aussi pour ce défi que tu m'as lancé. Alors, à la suite de la musique, moi, ce dont je vais vous parler, c'est l'émergence des motifs dans la nature. Et à travers quelques exemples que vous connaissez bien et peut-être quelques autres que vous connaissez moins bien, eh bien, ce que je vais essayer, c'est de dégager ensemble, pour qu'on dégage ensemble, disons, une définition de ce que l'on pourrait appeler un motif dans la nature. On va préciser ce que l'on entend par là. Et puis, je vais vous présenter aussi quelques mécanismes tout à fait génériques qui sont à la base de l'émergence de certains des motifs que vous connaissez, que vous avez déjà rencontrés dans la vie de tous les jours et peut-être même dont vous avez rêvé aussi. Mon objectif, peut-être une ambition, c'est d'essayer de mettre en évidence ou de souligner quels sont les points fondamentaux, les éléments clés qui font toute la richesse d'un motif dans la nature et qui font aussi toute la complexité. Alors, pour commencer, eh bien, quelques images familières. Si vous avez fait de la plongée peut-être en mer Noire ou en mer Rouge ou dans l'océan Pacifique, eh bien, vous connaissez cette hanche de mer impériale et vous avez déjà admiré, j'imagine, eh bien, ces rayures, ces zébrures quasiment parallèles, quasiment parfaites, même si on voit à quelques endroits quand même quelques petits défauts. Et je vais peut-être en parler des défauts que l'on voit ici où les zébrures ne sont pas totalement parfaites. Puisque j'ai parlé de zébrure, eh bien, l'animal le plus caractéristique, évidemment, c'est celui que vous avez déjà aperçu, c'est celui-ci, les zèbres d'Afrique. On n'est pas encore sûr, il me semble aujourd'hui, s'il y a un intérêt biologique et d'évolution à l'apparition des zébrures sur un zèbre, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, c'est comment, par quelques mécanismes simples de compétition, en fait, de compétition et de coopération, eh bien, des formes comme ceci ou des motifs comme ceci apparaissent spontanément dans la nature. Alors, bien entendu, il n'y a pas que les zèbres qui sont zébrés, il n'y a pas que ces animaux-là qui ont des taches particulières sur leur pelage. Je ne vais pas les passer tous en revue, mais j'ai emprunté cet extrait du livre de Philip Ball qui est paru en France en 2016 sous le titre « Formes et motifs dans la nature, l'ordre caché du monde sous l'apparent chaos ». Alors j'ai essayé de reconnaître ces taches des pelages que vous avez ici. Il me semble qu'ici, en haut à gauche, vous avez le jaguar, ici ça doit être le guépard, ici c'est un ocelot. Là vous reconnaissez peut-être les taches sur une girafe. Au milieu vous avez un tigre, à droite au milieu vous avez un léopard. Des animaux peut-être un peu moins connus, en tout cas sous leur nom technique, ça c'est le pelage d'un chital, il me semble, c'est une forme de cerf. Ici, vous reconnaissez peut-être la jambe arrière d'un okapi. Et enfin, à droite, il me semble avoir reconnu le pelage d'un bongo. Alors, les motifs, ces motifs-là, ce genre de motifs ne sont pas l'apanage seul des animaux, mais on en trouve aussi dans les formations géologiques, par exemple ici. Il s'agit ici des anneaux de Liesegang, qui sont connus déjà depuis bien longtemps, depuis la fin du XIXe siècle. Il s'agit en fait de structures sédimentaires secondaires où la répartition des oxydes de fer se fait de manière inhomogène dans la roche, par des phénomènes que je vais décrire, et donc qui forment ces cercles, qui forment ces cercles dans la roche quasiment parfaits et qui sont en fait un peu perturbés par les craquelures qu'il y a dans la falaise, et qui limitent la propagation de ces cercles d'oxydation différentes du fer dans la pierre. Une forme que vous connaissez peut-être moins et dont moi-même j'ai découvert l'existence seulement tout récemment, ce sont les cercles de Fay. Il s'agit de structures très particulières formées par un processus qui est encore en cours de compréhension. Pas plus tard que, d'ailleurs, en janvier 2017, un article très intéressant est paru dans la revue Nature sur l'émergence de ces cercles de Fay dans le désert du Namib en Afrique. Il s'agit ici d'herbes hautes qui forment comme ça des disques vides de végétation dont le diamètre peut varier entre 2 à 15 mètres. Et puis qui se répartissent, ces cercles-là se répartissent en une structure à peu près hexagonale, au sens où chaque cercle ici possède en moyenne 6 voisins proches. Alors, on est toujours en train d'essayer de comprendre exactement
qu'est-ce qui fait que de telles formes émergent dans la nature, notamment dans cette végétation. Et on verra, on insistera sur ce thème, sur ces notions. On verra qu'il s'agit de compétition et de coopération entre plusieurs processus qui surviennent en même temps. En l'occurrence, ici, il s'agit de compétition entre différentes colonies de termites et de coopération avec la dynamique de la biomasse à la recherche des ressources en eau, à la fois de surface et de profondeur. Si on regarde un peu plus loin, regardons, puisque je suis astrophysicien, regardons dans l'espace et regardons l'étoile la plus proche que nous avons dans notre voisinage, c'est-à-dire le Soleil. Voici une image du Soleil prise en novembre 2010 par le satellite de la NASA Solar Dynamics Observatory. Il s'agit en fait de la photographie de la basse atmosphère du Soleil, c'est-à-dire la chromosphère. C'est un plasma chaud qui est à quelque chose comme 50 000 degrés Kelvin, donc à peu près 50 000 degrés Celsius aussi. Et vous voyez que ce n'est pas une surface uniforme, il y a bien sûr des accidents. Vous voyez notamment ici, peut-être vous distinguez un grand filament qui va émerger du Soleil et se propager ensuite dans la couronne solaire. Et puis, ce qui m'intéresse surtout, ce sont ces variations de luminosité, ces taches sombres qui signent en fait des régions un tout petit peu plus froides de la surface du Soleil, en contraste avec le reste de la température. Si on regarde un tout petit peu plus près, et en vérité, si on regarde directement à la surface du Soleil que l'on appelle la photosphère, qui, elle, n'est qu'à 5000 degrés, 5780 degrés à peu près, eh bien, vous voyez ce qu'il y a, ce que l'on trouve à gauche, dans le schéma à gauche. Ce qui m'intéresse ici, si je retrouve ma souris, voilà. Ce n'est pas cette grande tache qui est une tache solaire. Juste pour l'anecdote, la dimension de cette tache solaire, en particulier de sa région la plus sombre, que l'on appelle l'ombre de la tache solaire, eh bien, le diamètre de cette ombre est identique à peu près au diamètre de la Terre. Donc ça vous donne une idée de la dimension de ces structures. Mais ce n'est pas elle qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse, ce sont ces petites variations sur le reste à peu près uniforme de la surface du Soleil. Ces variations, nous les appelons des granules, et en vérité, elles sont le signe d'un phénomène que vous connaissez bien, notamment si vous faites bouillir de l'eau dans une casserole ou si vous faites chauffer peut-être un liquide visqueux, et je vais vous montrer quelques vidéos. Il s'agit en vérité des cellules de Bénard, qui sont le résultat de ce que l'on appelle la convection de Rayleigh-Bénard, et que vous connaissez bien en effet. Si vous prenez par exemple une casserole et que vous la chauffez par en dessous, eh bien, puisque le fluide, si vous mettez de l'eau dans la casserole bien sûr, ou un élément visqueux, le fluide chauffé par en dessous va être moins dense et donc va remonter à la surface et entraîner des mouvements de convection dans la casserole. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe dans le Soleil. Vous savez que dans le Soleil, la source de l'énergie, ce sont les réactions nucléaires de fusion au cœur du Soleil qui produisent énormément d'énergie. Et donc le Soleil est chauffé de l'intérieur et cette chaleur fait remonter du plasma vers l'extérieur, et en particulier dans sa zone convective, qui est la zone la plus à l'extérieur du Soleil. Eh bien, c'est là que le transport en énergie se fait par des mouvements de convection. Alors, on peut avoir des images, mais on peut avoir des films. Mes collègues d'Oslo ont fait ce film à partir d'observations effectuées avec le télescope suédois qui se trouve, le télescope suédois du Soleil qui se trouve dans les îles des Canaries. Et voici le film qu'ils ont pu produire. Donc vous voyez que c'est en permanence en agitation, et les granules que vous voyez évoluer, en vérité, les régions sombres correspondent à des zones plus froides du plasma qui sont en train de redescendre vers l'intérieur du Soleil, tandis que les régions les plus claires correspondent au plasma qui est chaud et qui a tendance à remonter vers la surface du Soleil. C'est un film court, je pense qu'on peut le repasser une deuxième fois pour voir ces mouvements de convection à la surface du Soleil. Voilà. Naturellement, ces motifs émergent à la surface du Soleil et de la même façon, on peut les faire émerger dans une casserole. Et c'est la vidéo que j'ai récupérée et que je vais vous montrer maintenant. Donc ici, on pose sur une plaque chauffante une poêle que l'on remplit d'une fine couche d'huile siliconée qui contient en suspension des particules d'aluminium, et on va chauffer par en dessous et regarder ce qui se passe. Et ça va être en vérité très semblable, voire identique. Voilà, on remplit et on va chauffer. Alors, ça met un certain temps, donc le film est passé ici à une vitesse un petit peu accélérée.
à partir du moment où, voilà, là c'est accéléré, c'est 8 fois la vitesse réelle, et vous voyez que naturellement des cellules de Bénard émergent tout simplement parce que le liquide est moins dense lorsqu'il est chauffé au fond de la casserole et a envie de remonter. Ici, vous avez en face de vous la compétition entre finalement la gravité qui a tendance à attirer la masse vers le centre de masse, c'est-à-dire le sol, hein, en l'occurrence, et ce que l'on pourrait appeler la poussée d'Archimède, c'est-à-dire la flottabilité du fluide lorsqu'il est moins dense. Je vais le repasser peut-être. Voilà. En effet, on va voir que dans la plupart des motifs qui émergent, eh bien, il faut qu'il y ait un phénomène de compétition entre deux antagonistes, un qui a tendance à stabiliser les choses et un autre qui a tendance à déstabiliser les choses. Voici de plus près ces cellules de Bénard où l'on voit exactement le fluide s'écouler. Alors, un petit peu plus loin, si on dézoome, un peu comme ce que tu as fait, Philippe, sur certaines des partitions que tu nous as montrées, si on dézoome, eh bien, dézoomons largement et quittons même notre système solaire, quittons même notre galaxie et regardons une galaxie lointaine, la galaxie magnifique qui s'appelle, hélas d'un nom barbare, NGC 6744, qui est une galaxie spirale et dont les dimensions sont gigantesques. Nous, astrophysiciens, nous ne parlons pas en kilomètres, mais j'ai traduit les dimensions de ces objets-là en kilomètres. Vous voyez, il s'agit d'une galaxie qui est pratiquement 2 fois plus grande que la nôtre et dont le diamètre essentiellement est quelque chose comme est de l'ordre de 1,6 milliard de kilomètres et qui contient des centaines de milliards d'étoiles, voire des milliers de milliards d'étoiles. Et la matière dans ces galaxies, comme dans la nôtre du reste, par des effets d'instabilité gravitationnelle, s'organise sous forme de bras spiraux. Mais si vous voulez en savoir davantage, eh bien, je vous renvoie au cours de Françoise Combe dans cette même institution qui en parlera encore mieux que moi. Alors celle-ci, pense-t-on, ressemble effectivement le plus près à ce que donnerait notre galaxie si on pouvait la voir de l'extérieur. Évidemment, on n'est pas prêt d'y arriver, donc au moins on peut regarder nos voisins qui nous ressemblent. À l'intérieur de ces galaxies, comme dans la nôtre, eh bien, il se trouve des formes parfois totalement fantasmagoriques, si j'ose employer ces termes, et extrêmement complexes, comme par exemple après la mort d'une étoile massive qui a produit un pulsar, voici ce qui peut rester dans son sillage, ou plutôt après la destruction d'une étoile. Eh bien, on peut trouver des nébuleuses, comme cette nébuleuse du crabe, où ce que vous voyez ces filaments que vous voyez en orangé, rouge et un peu vert, eh bien, ce sont les restes de l'étoile qui a explosé et qui ont été propulsés à des vitesses vertigineuses dans le milieu interstellaire de notre Voie lactée, de notre galaxie elle-même. Et vous voyez que le diamètre là est un petit peu plus petit, mais néanmoins extrêmement grand par rapport aux dimensions auxquelles nous sommes habitués, 100 000 milliards de kilomètres à peu près de diamètre. Et je ne vous dis même pas à quelle vitesse tout ceci se propage dans le milieu interstellaire. Ce sont des formes extrêmement complexes, mais finalement, les principes de base pour l'émergence de ces formes et de ces motifs est à peu près le même que ceux que je vais discuter dans un instant. Alors, dézoomons encore une fois complètement et essayons de voir l'univers dans son ensemble, ou plutôt la répartition de la matière dans l'univers dans son ensemble. Évidemment, on ne peut pas s'extraire nous-mêmes de l'univers, alors pour voir comment la matière se répartit dans l'univers, on a souvent recours aux simulations numériques. Et donc, ce que je vais vous montrer à l'instant, eh bien, c'est le résultat d'une telle simulation numérique qui est censée représenter une tranche notable de l'ensemble de l'univers observable, puisqu'il s'agit de dimensions, cette fois-ci, qui sont de l'ordre de 3300 milliards de kilomètres de côté sur cette image, qui est donc le résultat de la simulation Illustris, et la visualisation ici est due à Markus Heider. Alors, qu'est-ce que l'on voit ici? Eh bien, les zones claires représentent les lieux où, dans cet univers simulé, la matière se rassemble. Donc, les zones claires représentent des zones de surdensité. Et vous voyez que la matière
ne s'organise pas de n'importe quelle façon, ce n'est pas du tout homogène, mais s'organise sous forme de filaments, de nappes et même de régions qui sont vides. Là où c'est sombre, c'est des régions qui sont essentiellement vides. Du coup, nous appelons ces structures, dans notre jargon, la toile cosmique. Et cette toile cosmique est le résultat d'une évolution qui a duré pratiquement 13,8 milliards d'années, mais l'élément déclencheur et le mécanisme déclencheur, c'est à nouveau un élément de compétition entre effondrement gravitationnel, c'est-à-dire que les zones surdenses, là où la matière s'assemble, ont tendance à attirer la matière environnante vers elles, et en revanche, si le fluide en question ici est susceptible d'héberger des phénomènes de pression, eh bien la pression a tendance, elle, au contraire, à s'opposer au rassemblement de la matière. Et donc, à nouveau, si la matière s'organise de cette façon-là, c'est parce que dans la compétition gravité contre pression, eh bien, en l'occurrence, la gravité l'a remporté. Du reste, je peux vous montrer que ça commence d'une manière extrêmement homogène. Là, je vais vous passer la vidéo d'une simulation qui est un peu plus ancienne, donc un peu moins fine en termes de résolution, mais qui représente une portion d'univers aussi notable. Donc c'est une simulation dans un cube artificiel, mais de à peu près 1300 milliards de kilomètres de côté. Et on commence, alors en astrophysique et en cosmologie en particulier, nous mesurons le temps avec une autre variable, ce n'est pas vraiment le temps en secondes, en années et ainsi de suite, mais plutôt dans une variable qui s'appelle le redshift. Je vais vous passer le détail, mais si on commence à ce redshift z égale à peu près 30, en fait, si vous voulez le replacer dans l'histoire de l'univers depuis son ensemble, eh bien, c'est une simulation qui commence lorsque l'univers avait à peine 0,1 milliard d'années. Ça peut vous sembler long, mais aujourd'hui, il en a 13,8, donc en fait, c'est un univers extrêmement jeune. L'univers commence extrêmement jeune, l'univers jeune commence extrêmement uniforme, avec de temps en temps, par-ci par-là, quelques petites fluctuations, et c'est la croissance de ces fluctuations qui donne l'émergence, qui conduit à l'émergence de la toile cosmique, comme vous allez le voir dans le film suivant. Et donc Z qui décroît, c'est le temps qui passe, donc on s'approche, là on est à la moitié de l'âge de l'univers, et lorsqu'on va atteindre Z égale 0, nous serons à l'âge de l'univers aujourd'hui. Et vous voyez qu'effectivement, quelque chose qui était initialement extrêmement homogène, eh bien simplement à cause des faibles inhomogénéités qui existaient dans le milieu initial, eh bien donne naissance à cette structure à peu près filamentaire. Alors, si vous voulez bien, on va redescendre un peu sur Terre et regarder cette fois-ci, au contraire, des structures très petites et qui ont laissé perplexes pendant longtemps nombre de physiciens, de mathématiciens et de chimistes, puisqu'effectivement, oui, je vais parler de chimie. Quand on parle de motifs et de l'émergence des motifs dans la nature, notamment dans les cours que l'on peut donner à l'université, il est pratiquement impossible de ne pas évoquer les réactions chimiques autocatalytiques oscillantes, comme par exemple cette réaction de Bielowsow-Jabotinsky, où on met dans un pétri ici, dans une boîte de pétri, en présence plusieurs réactifs chimiques. Et notamment ici, ce qui nous intéresse, c'est la ferroïne. Il s'agit d'un oxyde de fer, ou enfin d'un composé de fer, qui change de couleur selon qu'il est oxydé ou réduit. Alors, lorsqu'il est oxydé, il est rouge, et lorsqu'il est réduit, il devient bleu, et c'est ça qui nous permet de visualiser ce qui se passe en termes d'évolution chimique dans la boîte de pétri. Je vous montre le film. On va commencer avec une situation quasiment homogène, donc dans la situation oxydée, essentiellement rouge, et vous allez voir ce qui va se développer. Rouge, et par endroits apparaissent spontanément des cercles bleus, c'est-à-dire que le fer, ce composé de fer a changé d'état, il est devenu réduit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des cercles émerger, mais des cercles qui ne se stabilisent pas, et donc là, vous êtes en présence d'un motif que l'on pourrait appeler non pas seulement spatial, mais un motif spatio-temporel, puisqu'il ne s'agit pas d'une structure fixe, mais une structure dont on voit l'identité de pas à pas, mais qui néanmoins évolue dans le temps, tout en préservant son identité. Alors, finalement, après tous ces exemples, dont vous connaissiez, je suis sûr, au moins certains, eh bien, je suis amené à formuler ce que je veux entendre par motif dans la suite de mon exposé. Qu'est-ce que l'on pourrait appeler un motif ? Eh bien, finalement, avec tous les exemples que nous avons vus, c'est quelque chose, disons une figure, un schéma, une structure, je n'en sais rien, qui, la plupart du temps, eh bien, se répète
dans l'espace et ou dans le temps, de manière identique ou presque, ou quasiment identique. Et on va voir que les accidents sont en vérité ce qui est le plus intéressant dans ces motifs, ou dans l'étude des motifs. Alors j'aimerais le distinguer peut-être de la notion de forme. On pourrait en débattre pendant longtemps. Si vous prenez quelque chose que vous savez identifier, comme par exemple un carré, comme on va voir dans un instant, vous pourriez l'appeler motif, mais je préférerais lui réserver le terme de forme, puisqu'il est isolé, et vous allez voir que finalement la forme, eh bien, ça pourrait être aussi la question du contenant, quelle est la géométrie du contenant, et ça c'est une notion qui est clé dans la suite de ce que l'on va discuter. Alors, pour faire des parallèles avec ce que Philippe nous a dit il y a quelques minutes, eh bien, on va voir que dans la nature, spontanément, ce qui est important, c'est aussi la notion de symétrie. Et il y a effectivement un lien extrêmement étroit entre l'émergence des motifs et l'existence ou l'absence ou la brisure de symétrie dans les structures auxquelles nous sommes intéressés. Alors commençons doucement. Prenons l'idée d'une symétrie parfaite. Et c'est ce que j'ai représenté ici par cette couche violette, ou comment vous l'appelez. Essayez de vous représenter donc ce plan parfaitement homogène et isotrope qui s'étend dans tous les côtés à l'infini. Okay. C'est ce que l'on pourrait appeler une symétrie parfaite, puisque, comme vous allez voir, elle est totalement invariante sous les opérations de symétrie que l'on pourrait essayer de lui faire faire. Par exemple, je pourrais prendre ce plan infini et le translater dans une certaine direction et voir comment ça change. Alors faisons-le, translatons-le par exemple vers la gauche, en bloc, d'une certaine distance aléatoire, arbitraire, et voyons ce que ça donne. Eh bien évidemment, ça nous donne la même chose, il ne s'est rien passé. Et c'est ça l'idée de l'invariance sous cette symétrie. De la même façon, on peut prendre ce plan et le tourner autour de n'importe quel point d'un angle arbitraire aussi. Et vous vous en doutez, ce que ça donne, c'est l'identité. Parce que précisément, la structure qui nous intéresse, ou l'objet qui nous intéresse, le système avec lequel on commence, est parfaitement homogène et isotrope, c'est-à-dire qu'il possède une infinité de symétries parfaites. Alors pour aller vers le motif, ou l'émergence des motifs, il est indispensable de briser cette symétrie. Prenons par exemple un motif isolé, donc une forme, ce carré. Vous voyez que le carré, il a un certain degré de symétrie, mais ce n'est plus une symétrie parfaite, puisqu'on peut même dénombrer les symétries qu'il possède, notamment au travers de ces axes de symétrie, autour desquels on peut faire des repliements, donc par exemple, c'est ce que j'ai appelé les 4 réflexions, mais on peut aussi faire évidemment des rotations, mais pas n'importe quelle rotation, puisque si on tourne d'un angle arbitraire, eh bien on va certes retrouver le carré, mais pas orienté de la même façon, donc la figure va changer. Là, il n'y a que 4 rotations possibles pour préserver exactement la même structure carrée et avec les mêmes orientations de ses côtés. De même, si on prend le plan parfaitement homogène que j'avais ici et que je commence à vouloir générer des rayures, eh bien, il s'agira aussi de passer par une réduction de symétrie. Prenons par exemple la translation et prenons ces rayures que, exprès, je ne les ai pas mises ni verticales ni horizontales. Suivant cette flèche le long des zébrures, je peux faire n'importe quelle translation de n'importe quelle distance, aussi grande que je veux, j'aurai toujours les mêmes zébrures et toujours dans la même orientation. En revanche, si je veux faire des translations de manière orthogonale, perpendiculaire à ces zébrures, je ne pourrais pas faire n'importe quelle translation pour préserver l'identité du motif, mais seulement des translations qui seront des multiples de la séparation entre les zébrures. Okay. Et donc, vous voyez que ce qui caractérise ce motif, eh bien, c'est la réduction de la symétrie qui initialement était totalement homogène et isotrope en une symétrie qui n'est plus que partielle et donc brisée. Et ça, eh bien, ça peut nous aider à redéfinir ou préciser ce que l'on entend par motif dans la nature, ou ce que j'entends en tout cas moi par motif dans la nature. Eh bien, vous voyez que si on commence avec un système qui est parfaitement symétrique, c'est-à-dire invariant par les translations et les rotations, eh bien, on ne pourra considérer que des états ou des configurations qui sont parfaitement uniformes dans l'espace et dans le temps, et du coup, on ne pourra pas avoir de motif et nous serons confrontés à l'absence de motif. Ainsi donc, le motif, eh bien, pour moi, c'est un état ou une configuration
qui est effectivement spatialement et éventuellement même temporellement non uniforme, mais qui préserve un certain degré de symétrie. Et tout va être, la clé, c'est quel est le degré certain de symétrie. Évidemment, si vous les brisez toutes, les symétries, eh bien, vous aboutirez à quelque chose d'insaisissable et de non reconnaissable, mais que l'on ne va pas tout de même appeler encore chaos, puisque ça, c'est encore un tout petit peu autre chose. Alors, pour être précis, on va exclure, disons, les accidents de parcours, qui sont éventuellement les états transitoires, le temps que le motif s'installe et finisse par être présent dans le système, et aussi éventuellement les régions proches des bords notamment du contenant de la forme au sein de laquelle le motif apparaît. On va de toute façon reparler à la fin de ces bords et de l'effet des bords. Alors, il est temps, je pense, de venir aux mécanismes même naturels qui font émerger les motifs dans la nature, et notamment dans les pelages des animaux. Et à ce stade, eh bien, c'est même impossible, je pense, de ne pas mentionner finalement l'un des travaux fondateurs qui est le travail de Alan Turing, que l'on connaît pour d'autres raisons dans cet établissement. Et je vais évoquer donc le principe, les clés de ce que l'on appelle l'instabilité de Turing, qui est au cœur des processus que l'on appelle processus de réaction-diffusion. Je vous promets de ne pas mettre beaucoup d'équations, juste quelques-unes, mais je vais les expliquer et j'espère vous les rendre plus familières. Alors, c'est intéressant puisque Alan Turing, il est connu comme un grand mathématicien, cryptologue, dit-on, et puis aussi, bien sûr, fondateur de l'informatique au sens moderne du terme. Mais il a publié un article, non pas sur les mathématiques en tant que telles, mais un seul sur la biologie, à ma connaissance, et c'est cet article-ci, The Chemical Basis of Morphogenesis, c'est-à-dire les fondations chimiques de la genèse des formes, okay, si vous voulez que je le traduise. Donc 2 ans avant sa mort, et dans cet article, il a proposé effectivement un mécanisme naturel qui est résumé dans ces 2 équations couplées que je vais expliquer dans un instant. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant extrêmement longtemps, le mécanisme qu'il a proposé est resté à l'état d'idée extrêmement intéressante du point de vue mathématique, mais n'a pas été confirmé expérimentalement. Ce n'est qu'en 1990 qu'une équipe française à l'Université de Bordeaux a réussi à mettre en évidence pour la première fois de manière non ambiguë dans des réactions chimiques le caractère réel et efficace du mécanisme proposé par Alan Turing. Alors ici, intéressons-nous donc à ces 2 quantités que j'appelle petit u et petit v, U et V. U et V, ici, représentent les concentrations chimiques de 2 éléments chimiques qui sont, comme on va voir, en compétition et en collaboration. Et pour la simplicité de la suite de l'exposé, notamment lorsqu'on va examiner quelques exemples précis, le premier, U, appelons-le inhibiteur, et le deuxième, V, appelons-le activateur. Donc ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment, par exemple, à partir d'une situation quasiment homogène, où l'on n'a pas que l'inhibiteur qui domine de manière pratiquement uniforme dans l'ensemble, par exemple, d'une boîte de pétri, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir comment des petites perturbations vont pouvoir faire émerger, grâce à l'interaction entre ces 2 éléments chimiques, comment des petites perturbations vont pouvoir faire émerger un motif. Alors pour cela, évidemment, il faut s'intéresser à l'évolution de ces quantités, à l'évolution de ces concentrations chimiques. Et l'évolution de ces quantités est donnée par ces 2 équations qui sont couplées. Donc le terme qui est complètement à gauche vous donne les variations dans le temps de la concentration chimique ici de U et ici de V. Donc par unité de temps, comment est-ce que la concentration chimique croît ou décroît dans le temps? Eh bien, selon la proposition de Turing, ces 2 quantités croissent ou décroissent au moyen de la collaboration de 2 processus différents, des processus de réaction, parfois d'autocatalyse ou en tout cas de catalyse assistée, quasiment fraternelle pourrait-on dire, puisqu'il s'agit d'interactions entre les 2 éléments chimiques, U et V, qui donnent naissance ou détruisent une partie des composants d'eux-mêmes, en fait. On va voir des exemples précis. Donc ce terme-ci, la R indice U, ça vous donne le taux de réaction, c'est-à-dire de création de la quantité U ou d'annihilation de la quantité U, donné par l'interaction entre U et V. La même chose pour V. Ce
qui est intéressant, c'est cette partie-là que l'on appelle donc les termes de diffusion, que je vais expliciter dans un instant. Je pense que vous êtes familier avec le phénomène de diffusion, mais pour être sûr que l'on parle tous de la même chose, eh bien, je vais vous montrer un exemple très simple, une illustration. Donc, prenons par exemple l'élément chimique U et examinons comment il évolue sous l'effet de sa diffusion seule. Et donc, l'équation est extrêmement simple, ça se ramène à ceci. Donc, la quantité, la concentration de l'élément chimique U en un point donné croît au cours du temps en fonction de la diffusion de cet élément chimique dans, par exemple, cette boîte de pétri. Alors, voici un exemple où on a placé dans une boîte de pétri eh bien, une pastille. Pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître, il s'agit des tests d'antibiogramme, c'est-à-dire que l'on met sur une pastille eh bien, un antibiotique et dans la boîte de pétri des bactéries, et l'on voit comment eh bien, les bactéries environnantes sont sensibles à l'efficacité de l'antibiotique en fonction de comment cet antibiotique diffuse dans la colonie de bactéries. Voilà ce que ça donne du point de vue quand on filme le processus. Et là, pour qu'on voit mieux, eh bien, on a coloré l'élément qui diffuse, on a coloré les antibiotiques. La diffusion, vous voyez, c'est quelque chose qui, à partir d'une concentration d'éléments chimiques, tend à homogénéiser, à disperser de manière homogène dans tout l'espace possible l'élément chimique qui nous intéresse. Alors, et ce qui est important, c'est la valeur, évidemment, pour savoir à quelle vitesse cet élément diffuse, c'est la valeur de ce coefficient de diffusion qui peut être considéré comme, disons, la surface couverte par unité de temps de l'élément chimique qui diffuse. Et alors, c'est cette compétition entre la diffusion des éléments chimiques et la réaction entre eux qui stimule la production des éléments chimiques ou qui les annihile, eh bien, qui fait émerger des motifs très particuliers dont on va voir quelques exemples. Alors vous voyez que dans le transparent précédent, je n'ai pas du tout spécifié la forme des réactions ici. Est-ce qu'il faut beaucoup de U et très peu de V? Est-ce qu'il faut quelque chose de très compliqué? Le mécanisme de base est contenu là-dedans sans qu'on ait besoin de le spécifier. Et pour regarder quelques exemples précis, eh bien, spécifions les mécanismes de base de réaction, et je vais vous proposer d'examiner un exemple, le modèle de Gray-Scott, où vous retrouvez les éléments U et V, donc l'inhibiteur et l'activateur, avec leur diffusion dans la boîte de pétri, par exemple, et puis les termes de réaction que j'ai explicités cette fois-ci très clairement. Alors, ce qui est important, ce sont les paramètres de contrôle de chacune de ces réactions. Une quasi-nécessité, mais ce n'est pas toujours indispensable, c'est que l'inhibiteur diffuse plus vite que l'activateur. Alors ça, c'est assez facile à comprendre parce que imaginez que vous ayez une concentration, une surdensité d'activateur en un endroit donné qui stimule la production de l'inhibiteur. Si l'inhibiteur ne diffusait pas vite, eh bien, l'activateur lui-même serait sur place annihilé. Il faut qu'il y ait moins d'inhibiteurs sur place pour que la surdensité puisse persister. Donc, c'est nécessaire d'avoir un inhibiteur qui diffuse plus vite que l'activateur. Alors, comment les éléments chimiques eux-mêmes sont produits ou s'auto-entretiennent, en fait? Eh bien, par exemple, vous voyez ici dans l'équation qui donne la production de l'activateur, vous voyez que l'activateur s'auto-entretient lui-même, puisqu'il faut deux V carré, qui interagissent avec un U pour donner une évolution positive, croissante, donc, de l'évolution de V en un point donné. À l'inverse, puisqu'ici, on rajoute des éléments V grâce à ce terme d'interaction, eh bien, il faut qu'on les enlève du côté de l'inhibiteur, d'où le signe moins dans l'équation d'au-dessus. Les deux autres paramètres qu'il y a dans ce modèle, c'est F, que l'on pourrait appeler en français le taux d'alimentation. Alors, la science aujourd'hui est faite principalement en anglais, donc c'est ce qu'on appelle le feed rate, le taux d'alimentation, en effet, donc d'où la lettre F. Et donc, ce modèle a ceci de particulier que, d'une manière homogène et uniforme dans le temps, vous voyez F fois 1, eh bien, on alimente la boîte de pétri de manière continue par l'inhibiteur. Cette
alimentation est quand même pondérée par U lui-même. Donc, puisqu'il s'agit de concentration, hein, j'ai oublié de préciser, mais U et V sont compris entre 0 et 1, c'est-à-dire entre 0 et 100%. On ne peut pas dépasser 100%. Donc, lorsque U atteint 100%, eh bien, on ne va pas déborder de la production de U, on ne peut pas faire plus que 100%, d'où ce terme ici 1 moins U. De la même manière, eh bien, on retire de la boîte de Petri au cours du temps à un taux constant donné par ce paramètre petit k. On détruit l'élément chimique V qui est produit, et puis le fait qu'on fasse F plus K ici dans ce terme de destruction, c'est tout simplement pour garantir que l'on détruit plus rapidement que l'on alimente le système en inhibiteur. Ça, ce sont les détails, mais je vous propose de regarder ce que ça donne dans des cas précis, dans des cas simulés, à partir d'une situation qui est quasiment homogène. Donc c'est comme la figure violette du début. Imaginons un état initial quasiment homogène où l'ensemble de la boîte est rempli de manière uniforme de l'inhibiteur et il n'y a pas d'activateur dans le milieu. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si la situation est parfaitement homogène, il ne pourra rien se passer. Donc il faut perturber cette situation, et à l'instant initial, perturbons la situation avec des petites quantités, des variations delta U et delta V, que l'on va ici localiser. Okay. Et donc ce sont deux schémas ici, deux situations légèrement différentes, paramétrisées par des valeurs différentes des paramètres F et K, des valeurs finalement pas très différentes les unes des autres, mais vous voyez qu'un petit changement, vous verrez qu'un petit changement de la valeur des paramètres peut changer totalement la configuration qui en résulte. Donc ici, hein, en blanc, vous avez l'état homogène de l'activateur et on vient perturber en mettant un tout petit peu d'activateur au centre de la boîte. Et regardons d'abord ce que ça donne dans la simulation à gauche. Et on laisse spontanément le système évoluer par les équations que je vous ai montrées tout à l'heure. On pourrait appeler ça, ça rappelle la division cellulaire, donc on pourrait appeler ça un motif de mitose, si vous voulez. Évidemment, ça n'a rien à voir avec les cellules, il ne s'agit pas de cellules, il s'agit juste d'éléments chimiques dont la production est entretenue ou faite par le couplage non linéaire avec l'antagoniste. Et vous voyez que spontanément, on atteint un état où l'activateur, en noir ici, se répartit sous forme de gouttelettes qui finissent par former une sorte de réseau quasiment parfait. L'autre situation, avec des valeurs de paramètres juste légèrement différents, mais avec une situation initiale qui est quasiment identique, donne une image totalement différente, comme vous allez le voir. Ça croît d'abord sous forme de cercles qui sont instables et qui forment une structure sous forme de corail, quasiment. Donc c'est comme si un corail était né sous nos yeux. Et il s'agit vraiment exactement des mêmes éléments chimiques et des mêmes équations. Compétition entre production, destruction et diffusion dans la boîte. Et ce sont juste les valeurs des paramètres différents qui ont ici changé le résultat final. Et on voit ce que j'avais promis, c'est-à-dire on reconnaît bien qu'il s'agit d'un motif puisqu'on a ces serpentins qui se répètent de manière quasiment identique, mais pas tout à fait. Alors, face à cette diversité, alors je vous engage en fait à consulter sur le site web les pages de Carl Sims, qui est en fait un artiste, qui a eu une exposition l'année dernière à Boston, il me semble, basée simplement sur la manipulation de ces équations. Vous verrez qu'il y a une diversité extraordinaire de motifs que l'on peut générer à partir des mêmes principes, des mêmes équations et des mêmes composés chimiques, simplement en jouant sur les paramètres, et du reste, on va voir leur rôle dans un instant. Du coup, la question maintenant se pose, comment est-ce qu'on sélectionne les motifs? Qu'est-ce qui fait que dans la nature, certains motifs sont sélectionnés plutôt que d'autres? Parfois une distribution cristalline de points, parfois des motifs de type corail. Eh bien, il est clair qu'il faut commencer avec une situation qui est instable. Ça, on a compris. Hein. Si on part d'une situation où la perturbation ne croît pas au cours du temps, eh bien, aucun motif ne va émerger.
Par contre, savoir quel motif émerge, ça c'est toute une autre affaire en fait. Il y a encore beaucoup de recherches dessus actuellement, et ce que j'aimerais aujourd'hui vous donner, c'est juste quelques éléments de réponse. Vous pouvez vous douter, en fait je vais même peut-être vous montrer à la fin, s'il reste du temps, à nouveau la réaction de Bielosov-Jabotinsky, où l'on perturbe un tout petit peu le système, et à la place des cercles concentriques qui se propagent, on verrait émerger en fait des spirales. Un des éléments clés, c'est le type de la perturbation que l'on apporte et dont on cherche à voir la croissance ou l'instabilité. Il ne va pas se passer la même chose si on perturbe la situation quasiment homogène de façon juste localisée, ou bien sur l'ensemble du système, par exemple par un système d'ondes uniformément réparties. Ça ne va pas donner naissance au même motif. Un des effets qui parfois joue un rôle très important dans la nature, eh bien, c'est la forme de l'espace ou du contenant au sein duquel les réactions se produisent. Et je vais vous montrer effectivement qu'on peut expliquer certaines variations du pelage des animaux avec ceci dans un instant. Comme on l'a vu dans les exemples précédents, ce qui joue un rôle important, c'est la valeur des paramètres que l'on choisit ou que l'on ajuste pour produire tel ou tel motif, et notamment le rapport entre les valeurs des paramètres, soit des différences, soit effectivement des ratios, qui peuvent prendre des valeurs critiques, sous-critiques ou surcritiques, et faire émerger, suivant telle ou telle situation, eh bien, des zébrures, des hexagones ou des taches ou des labyrinthes. Parfois, pour avoir au sein d'un même objet ou d'un même contenant coexistence de motifs différents, eh bien, par exemple comme dans la nature, eh bien, ce qui est important, c'est que les paramètres de contrôle n'aient pas la même valeur partout dans l'espace, et donc ce qui va jouer un rôle, c'est la non-homogénéité dans l'espace des paramètres qui contrôlent les réactions. Enfin, je vais vous donner un exemple de l'importance des non-linéarités. Ça va me permettre d'expliquer ce que j'entends par là. Et pour terminer, nous verrons que les motifs eux-mêmes peuvent être instables et donc changer au cours du temps, mais sur des durées un peu plus longues. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la coexistence de temps multiples au sein d'une même structure pour faire évoluer les motifs de manière parfois subtile et parfois de manière catastrophique. Et nous verrons aussi l'importance des accidents de parcours. Alors, comme exemple de l'importance des effets de la forme de l'espace ou du contenant sur la sélection du motif qui va apparaître, eh bien, peut-être avez-vous déjà à l'idée, rien qu'en m'écoutant, l'exemple du guépard qui est ici à gauche. C'est donc une photo prise au Masai Mara au Kenya. Vous voyez ce guépard sur ses flancs et sur ses pattes est tacheté. En revanche, le bout de sa queue, vous avez des zébrures. Ce sont les mêmes éléments chimiques qui constituent la pigmentation de sa fourrure, mais néanmoins, suivant le lieu où le motif apparaît, eh bien, on a des zébrures ou des taches. De même ici, alors voici un animal que je ne connaissais pas avant il y a quelques jours. Il s'agit d'une genette commune qui se trouve vivre dans le sud-ouest de la France et puis en Espagne et en Italie. La genette commune est le seul exemple en fait, de vivéridés en Europe. Les autres genettes vivent sur le continent africain. Et de la même façon, ici, vous voyez que sur le corps de l'animal, vous avez des taches plus ou moins régulières du reste. Mais en revanche, sur sa queue très longue, eh bien, les mêmes pigments se répartissent de façon zébrée très régulière. Alors, sur un modèle un tout petit peu différent, un tout petit peu plus simple d'ailleurs que le modèle de Gray Scott, un modèle qui a été proposé en 1972 déjà par Gierer et Meinhardt, eh bien, on peut voir que les mêmes réactions chimiques avec éventuellement les mêmes valeurs des paramètres de contrôle, en fonction du contenu où les réactions chimiques se produisent, c'est-à-dire en fonction de la forme du contenu où les réactions chimiques se produisent, eh bien, différents motifs sont sélectionnés. Donc à gauche, dans cette illustration, simulation que je vais passer en vidéo dans un instant, à gauche, on fait évoluer le modèle de Gierer et Meinhardt, toujours de réaction-diffusion, dans une bande étroite, tandis qu'à droite, on le fait évoluer dans un carré. Donc la bande étroite est bien sûr beaucoup moins symétrique que le carré qui a plus de symétrie. Le film
Le voici. Hop. En effet, un contenant étroit sélectionne des zébrures régulières, tandis que si vous donnez plus de place finalement au processus chimique pour évoluer, eh bien vous sélectionnez par des phénomènes finalement d'isotropie locale, eh bien des formes plutôt ponctuelles ou sous forme de disque. Je vais essayer de le repasser. Donc un des éléments clés, effectivement, c'est l'espace dans lequel les phénomènes se produisent et la forme de l'espace. Et donc vous comprenez mon souci de distinguer la forme du motif, puisque le motif ici est généré dans un espace particulier. Je voudrais aussi illustrer l'importance de l'ajustement fin des valeurs relatives des paramètres entre eux. Et donc je vais revenir au modèle de Gray Scott qui a fait émerger tout à l'heure une distribution quasiment cristalline de points dans un cas, et puis dans un autre cas une structure de forme, enfin plutôt d'apparence coralaire. Je représente ici, ou plutôt Carl Sims a représenté ici, sur deux axes, les valeurs des paramètres qu'il a explorés, le paramètre K donc de destruction de l'activateur dans sa boîte de pétri, et le paramètre F, c'est-à-dire le taux d'alimentation de l'inhibiteur dans la même boîte, et en fonction des différentes valeurs que ces paramètres prennent l'un relativement à l'autre, vous voyez, dans un espace de valeur très réduit, entre 0,045 et 0,07 dans une unité qui n'a pas d'importance ici, ou alors entre 0,01 et 10 fois plus pour le paramètre f, eh bien, en fonction du rapport entre ces paramètres, eh bien, voici le type de motif que vous pouvez obtenir avec les mêmes conditions au bord cette fois-ci, donc la même forme de l'espace dans lequel on fait se produire ces réactions. Vous voyez que, par exemple, pour tout un domaine de valeurs de paramètres, l'activateur finit par occuper de manière uniforme tout l'espace et il n'y a aucun motif qui émerge. C'est toute cette zone grisée à gauche. En revanche, si on augmente, par exemple, pour une valeur de f donnée, si on augmente la valeur du paramètre k, initialement, eh bien, vous verrez apparaître des régions où l'activateur sera absent, donc des taches d'inhibiteurs blanches, qui petit à petit vont fusionner pour donner naissance aux structures de type corail que l'on a vu tout à l'heure, qui, elles, vont finir par disparaître, se rassembler sous forme de points. C'est l'exemple que nous avons vu dans le premier cas. Et de la même façon, si on soustrait de manière trop violente l'activateur dans le milieu, eh bien évidemment, c'est cette fois-ci l'inhibiteur en blanc qui occupe tout l'espace de manière uniforme. Et donc, ce qui est important, c'est le rapport et le lien entre les différents paramètres qui contrôlent la diffusion et la réaction des éléments chimiques en présence. Et c'est ça, finalement, qui donne toute la diversité des formes que l'on voit notamment dans le pelage des animaux. Alors, un tout petit peu plus compliqué pour moi de rendre... Enfin, un élément qui me tient à cœur, mais que j'ai plus de mal probablement à rendre accessible, c'est l'importance des linéarités, ou plutôt l'importance des non-linéarités dans le système. Alors, on est tous familiers avec la notion de linéarité, hein, c'est ce qui est représenté ici dans ces deux courbes totalement choisies au hasard, rouge ou bleu, qui vous indiquent comment la quantité y placée en ordonnée dépend de la quantité x placée en abscisse, suivant eh bien, des relations extrêmement simples. Par exemple ici, y égale 1,5 de x plus 2, alors que dans l'autre situation, y est égal à moins x plus 5. Qui illustre du coup ce que l'on entend par linéarité. Finalement, on pourrait le résumer en disant que les effets, donc ici y, sont proportionnels aux causes. Okay. Ou bien aussi, finalement, dans le cadre de la linéarité, on a le processus que l'on appelle de superposition, c'est-à-dire que la somme des effets que vous obtenez pour plusieurs causes n'est rien d'autre que la somme des causes, ou le résultat de la somme des causes. C'est le principe de superposition de ce qui est linéaire.
A contrario, ce qui est non linéaire, eh bien, c'est ce qui ne satisfait pas ces deux exigences de proportionnalité ou de superposition. Avant de rentrer dans le détail, vous connaissez tous des quantités qui sont, ou des relations qui sont non linéaires. Prenez par exemple une sphère, une boule, pour être plus précis, et pensez au lien qu'il y a entre le rayon de la boule et le volume. Donc si vous prenez, donc le volume va comme le cube du rayon. Autrement dit, si vous multipliez par 2 le rayon, vous ne multipliez pas par 2 le volume, vous le multipliez par 8. Donc ce n'est pas du tout proportionnel. Okay, c'est ça le caractère de non-linéarité. Et ça, c'est extrêmement important. Et on peut avoir évidemment des non-linéarités beaucoup plus sophistiquées que juste la mise à la puissance. Par exemple, ici, on représente deux fonctions arbitraires où, effectivement, peut-être sur des régions très étroites des valeurs de x, on pourrait penser que la variation de y est linéaire, mais si on regarde sur l'ensemble des valeurs possibles de x, eh bien, les variations de y ne sont pas du tout proportionnelles à la variable x. Alors, du point de vue des effets, les non-linéarités ont des effets assez familiers dans la vie de tous les jours même, comme par exemple les effets de seuil critique, où vous pouvez, je ne sais pas, alimenter, j'aimerais trouver une situation, je ne trouve pas de situation tout de suite, mais vous pourriez imaginez une situation dans laquelle vous alimentez un environnement avec des éléments chimiques toujours de plus en plus abondants et rien ne se passe, sauf à un moment donné, hop, c'est déclenché et là, une réaction s'est mise en jeu ou a pris le dessus et tout d'un coup, quelque chose émerge. C'est typiquement un effet de non-linéarité. À l'inverse de cette considération, vous avez des effets de type saturation. Vous avez beau apporter toujours plus d'aliments, par exemple, eh bien, vous ne produirez pas plus de bactéries. Le système est saturé, et ça, c'est aussi un effet non linéaire. Ceci a pour conséquence, par exemple, dans l'exemple du modèle de Gray et Scott qu'on a exposé tout à l'heure, voici les termes non linéaires. Vous voyez, les variations de U ne sont pas proportionnelles à U, mais à U fois le carré de V, et réciproquement de la même façon pour V. Et ça, c'est extrêmement important pour stabiliser les motifs. Si vous n'aviez pas de non-linéarité dans le système, eh bien, vous obtiendriez éventuellement juste des ondes qui se propagent, mais sans aucune stabilisation et sans qu'un motif ne se fixe et persiste. Alors, hélas, ou tant mieux finalement, je n'en sais rien, les motifs eux-mêmes n'ont pas une durée de vie infinie et ils sont eux-mêmes soumis à des problèmes de stabilité et d'accident. Et voici l'image que j'ai montrée au tout début de mon intervention. À cause d'imperfections et de la superposition d'évolutions sur des temps divers et variés, donc une coexistence d'échelles temporelles différentes dans la même structure, eh bien, vous avez ici des zébrures ou des rayures quasiment parfaites, des parallélismes quasiment parfaits, avec des accidents que l'on pourrait appeler des éléments de dislocation, ou à certains endroits, pour des raisons d'inhomogénéité ou bien d'instabilité locale, eh bien, certaines de ces zébrures ou rayures se rejoignent pour former des fourches ou des embranchements, dont le lieu, du reste, n'est pas nécessairement fixe, mais peut éventuellement se propager pour rouvrir un parallélisme le long de cette, par exemple ici, le long de cette zébrure-ci. Alors, j'utilise le mot zébrure à dessein. En fait, il ne s'agit pas du tout de zébrure. Ici, il s'agit d'une photographie d'une de sable qui a été prise il n'y a pas longtemps par Royce Baer dans le parc naturel Coral Pink Sand Dunes aux États-Unis. Ce phénomène de dislocation, c'est exactement le même, en tout cas dans l'esprit, qui est à l'origine du fait que les zèbres ne sont pas juste des prisonniers derrière des barreaux, mais effectivement ont des motifs qui se rejoignent et des zébrures qui fourchent. Je pense qu'on a passé en revue l'essentiel finalement des éléments clés pour l'émergence des motifs. Et donc en guise de conclusion, eh bien, je vous propose de résumer ici les ingrédients clés que l'on a évoqués ensemble, dont la réalisation est peut-être particulière, mais qui est en fait universelle dans l'ensemble des situations où des motifs peuvent émerger. Il est important d'avoir des phénomènes qui sont en compétition,
Par exemple, dans le cas de l'instabilité Rayleigh-Bénard qui donne des cellules de convection, c'est la compétition entre la flottabilité qui a tendance à amener le fluide peu dense vers le haut, avec la gravité qui a tendance plutôt à l'attirer. Donc c'est la compétition poids versus poussée d'Archimède, si vous voulez. Une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de bruit, ou plutôt de perturbation, mais appelons-le bruit, pourquoi pas, où si vous partez d'une situation stable, elle ne va plus évoluer et ce n'est pas intéressant. Il faut venir la perturber un tout petit peu pour que naissent des motifs particuliers, sous l'effet de l'instabilité du système, bien sûr. S'il est stable, cette perturbation va simplement mourir et puis disparaître, et on va retourner à l'état homogène, non intéressant. Une notion au cœur de tant la musique que des motifs naturels, eh bien, c'est la brisure de symétrie qui peut être induite par divers éléments, soit la forme de l'espace dans lequel les motifs se propagent ou naissent, soit les relations qu'il y a entre les paramètres qui contrôlent la compétition dont on a parlé au tout début, en fonction des valeurs critiques ou des valeurs seuil qui déclenchent ou non l'émergence de certains motifs. Et enfin, pour stabiliser ces motifs, eh bien, on l'a dit juste rapidement, eh bien, il faut absolument des non-linéarités dans le système, sinon on retombera assez rapidement sur des situations homogènes. Et bien sûr, plutôt que d'avoir des choses parfaitement régulières et donc finalement relativement inintéressantes, il faut qu'il y ait des imperfections, des défauts pour induire des variations et des irrégularités. Et là-dessus, eh bien, je vous remercie pour votre attention en espérant avoir fait passer l'essentiel des ingrédients nécessaires pour faire émerger des motifs dans la nature. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi, la première réaction qui me vient à l'esprit, c'est que tu peux repasser le dernier liste. Je trouve qu'on a ici des définitions totalement esthétiques, parce que ces termes qui s'appliquent à des choses physiques, on pourrait les transposer dans le domaine esthétique. Bon, la compétition, je ne sais pas s'il y a de la compétition, si ce n'est entre les artistes, mais j'en parlerai pas. Mais le bruit, la perturbation, c'est sûr que ça nous concerne en musique. L'instabilité aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on écoute une musique pour être vivante, une interprétation, par exemple, l'interprétation est un phénomène instable, puisque quand on fait écouter une musique jouée par un synthétiseur automatique qui est complètement stable, ça perd toute son brisure de symétrie, ça, on se rejoint là-dessus. La forme de l'espace, je pense que aussi c'est très important pour que l'espace de diffusion de la musique, juste pour parler de celui-là. Les paramètres et les valeurs critiques aussi, évidemment. Et puis la non-linéarité, c'est des choses qu'on connaît aussi beaucoup en musique. Et ça m'a fait penser à une chose, c'est que, par exemple, si vous avez un violon, vous jouez du violon, qu'est-ce qui se passe? Plus vous appuyez fort sur l'archet, plus le son va être fort. Mais il va venir un moment où le son ne va pas être plus fort, c'est qu'il va saturer. C'est-à-dire qu'on va changer carrément d'état sonore. Et donc, il n'y a plus de linéarité, puisque en exerçant une pression incrémentale et continue, eh bien, le résultat sonore ne va pas aller dans la même direction, mais il va passer dans un état différent. Donc, l'autre chose aussi à quoi ça me fait réfléchir, c'est qu'évidemment, toutes ces idées de symétrie et de forme, on les pensait un peu naïvement comme des idées esthétiques. On s'aperçoit que ce ne sont pas des idées esthétiques du tout. On en a fait des idées esthétiques, mais ce sont des idées naturelles. Oui, peut-être qu'on leur attribue des valeurs esthétiques. On leur attribue des valeurs esthétiques. Alors qu'elles sont, en tout cas pour moi, intrinsèquement naturelles. Oui.